Allez, on attaque tout de suite avec un petit fact. Est-ce que tu savais qu'en près de 75 ans d'histoire de la NBA, seuls 10 joueurs ont été listés à moins de 1m73 ? Et que, rapporté aux quelques 4800 joueurs qui ont parcouru la NBA au total, ça représente à peine 0,2%. Donc en gros, un nain sur 500 géants environ. Ça vient supporter une chose qu'on savait déjà tous, mais les basketteurs de très petite taille à l'échelle de la ligue sont extrêmement rares. À titre de comparaison, l'immense majorité des joueurs NBA mesurent entre 1m90 et 2m10. Et au-delà même de la taille, jouer en NBA sans être né ou avoir vécu aux États-Unis, c'est pas quelque chose de super commun non plus. Donc, avec ces infos en tête, faire moins d'1m73, ne pas être américain et évoluer en NBA, c'est une doublette qu'on voit rarement. Et c'est forcément le sujet du jour, vu qu'on va analyser le profil d'un joueur qui profite d'une autre rareté, sa nationalité japonaise. Car dans l'histoire de la NBA, seuls 4 joueurs d'origine japonaise ont foulé les parquets de la ligue, et tout ça très récemment. Sachant que sur les 3 derniers, un seul fait partie des plus petits joueurs élites mondiaux. Je parle de celui qui nous a fait peur pendant les JO 2024 en réalisant une performance dont on se souvient encore, et dont la carrière actuelle permet de se poser une question très simple. Est-ce que malgré tout le travail du monde, un joueur qui est né sans avoir tiré les bonnes cartes peut évoluer au plus haut niveau mondial ? Et pour répondre à cette question, on va se retrouver le 2 mai 2001 à Yanai City, dans la préfecture de Yamaguchi au Japon, c'est juste ici, et oui, c'est pas à côté de Tokyo, où va naître Yuki Kawamura, un jeune garçon qui va très vite développer une passion pour, je te le donne en mille, le baseball. Mais tout va changer lorsqu'à 7 ans, il visita une boutique de sport et trouva l'équipement de baseball pas assez cool à son goût, ça arrive, mais à côté, les maillots de basket attirèrent son attention parce qu'ils étaient super stylés. Donc, on peut le dire, le style d'une tenue de sport a mené à un choix qui a changé la vie d'un jeune garçon, car avec son petit caprice, Yuki change de sport sur le champ et il rejoint un club de basketball local. Puis à côté, le père de Yuki soutient la nouvelle passion de son fils et lui a même créé un environnement adapté à la maison pour lui permettre de continuer à s'entraîner quand il en avait envie. C'est grâce à cette liberté et ce soutien que Kawamura a pris du plaisir très jeune à s'entraîner. Toutes ces années de pratique seule à l'école primaire dans son jardin lui ont permis de construire efficacement les bases de son jeu, sans compter les heures qu'il a passées à visionner des cassettes NBA de son père avec, parmi ses héros d'enfance, Yuta Tabuse, le premier japonais en NBA. Ainsi que, évidemment, les classiques comme Michael Jordan, puis surtout des meneurs iconiques, John Stockton et Jason Kidd. Inspiré par ces stars, Yuki s'est concentré très tôt sur les fondamentaux. On avance un peu et on est au collège, où Yuki cherchait à équilibrer sport et études pour rendre papa et maman fiers, puis surtout car depuis toujours, il était bien en dessous de la taille moyenne et il en avait douloureusement conscience. Quoi qu'on en dise, le basket, c'est un sport de grand. Il a donc choisi d'élaborer un plan de vie réaliste avec comme objectif d'entrer dans un bon lycée, puis dans une université nationale pour devenir professeur d'éducation physique, ce qui lui permettrait d'allier le meilleur des deux mondes. Cependant, même en planifiant un parcours scolaire ordinaire, Yuki n'a pas abandonné le basketball, loin de là. Il est devenu titulaire dans l'équipe du collège très jeune, dès l'équivalent de la 5e en France, a réussi à exceller à la fois à l'école et dans le sport. Tout ça notamment grâce à sa gestion du temps et à son niveau de dévouement exceptionnel. Je veux dire, Yuki allait à l'école du soir 3 soirs par semaine pour maintenir de bonnes notes, tout en participant à tous les entraînements. En gros, le type était une machine de discipline. Mais comme tout bon héros de sa propre histoire, Yuki a vécu un événement dévastateur. Il en a réellement vécu 2, mais on parlera du suivant plus tard. Vu que le premier fut un tournant décisif qui arriva quand il était en classe de 4e. Pendant les tours préliminaires du championnat national collégien, face à l'équipe d'Okayama, ils se sont fait démolir avec 40 points d'écart. C'était un véritable bain de sang, oui, qui a motivé Kawamura à viser plus haut et à se promettre d'atteindre le top 16 national pour entrer dans le tournoi et cette fois, gagner. C'est ce qu'ils ont fait l'année suivante. Son équipe a atteint le top 16 national et ça c'est beau. Mais derrière, le parcours s'est terminé par une défaite écrasante dès le premier match du tournoi. La réalité le rattrapait à nouveau. Il était bon, mais clairement pas assez pour faire gagner des matchs par sa seule force. Donc pour surpasser ses échecs, il n'y avait qu'une seule voie selon lui, obtenir un titre national au niveau lycéen et enfin se prouver qu'il pouvait faire partie du gratin des joueurs de l'archipel. Alors qu'il pensait au départ intégrer le lycée local et se concentrer sur les études, Yuki a reçu une invitation de recrutement du lycée Fukuoka Daiichi et ce lycée, c'est pas juste n'importe quel lycée. C'est une vraie puissance du basket lycéen japonais qui avait déjà remporté plusieurs championnats nationaux. Le rêve de tout joueur qui veut tenter sa chance dans ce sport.
Mais sur la carte, l'école était loin de chez lui et s'engager impliquait de jouer et de s'entraîner pleinement pour atteindre le haut niveau. Donc ça restait un pari risqué que Yuki accepta après une longue hésitation. Et qu'est-ce que ça a donné? Alors, très tôt, Yuki a fait un grand effet dans l'équipe. Notamment parce que son obsession dans la pratique et pour s'entraîner était à des années-lumière des autres. Et quand je dis à des années-lumière des autres, c'est que tout ce qu'il faisait lui a permis de remporter pendant ses 4 années au lycée 4 championnats nationaux All Japan High School. Si t'as pas compris, il a gagné en gros un titre national chaque année. Et il a été sélectionné parmi le best 5 des meilleurs lycéens du pays. Et tout ça alors qu'il ne mesurait qu'environ 1m70. Même pas. Mais derrière, il dominait les matchs grâce à sa vitesse, sa technique et son intelligence de jeu, car, comme d'autres légendes de petite taille, il a appris à transformer cette particularité en avantage et est devenu un meneur-scoreur d'élite. Donc Yuki pouvait non seulement tout faire, entre guillemets, mais il pouvait aussi rendre ses coéquipiers meilleurs grâce à sa vision du jeu. Et ça a fait qu'à la fin du lycée, il ne faisait aucun doute que Kawamura était l'un des plus grands espoirs du basket japonais. En fait, pour te dire, avant même d'être diplômé du lycée, il est invité à rejoindre les San-En Neo Phoenix de la B-League professionnelle japonaise dans le cadre d'un programme spécial pour les meilleurs espoirs. Ce qui fait que lors de son tout premier match, il est entré dans l'histoire comme le plus jeune joueur à avoir disputé un match de B-League et peu après, aussi devenu le plus jeune à y inscrire des points. Bravo beau gosse. Ce premier contact avec le basketball pro a montré à Yuki qu'il pouvait tenir tête à des adultes, pas juste à des adolescents. Mais malgré cette opportunité de devenir pro directement après le lycée, Yuki a fait un choix réfléchi pour son développement. Il s'est inscrit à l'université plutôt que de devenir immédiatement professionnel à plein temps. C'est donc en 2020 qu'il intègre l'université Tokai afin d'avoir un plan pour préparer une longue carrière professionnelle plutôt que de se précipiter. En gros, il fait ses armes au niveau universitaire et après, il reviendra au niveau pro. でも僕は大学大事、ね、大学卒業するの大事だから大学卒業して次プロで、はい、いいと思いますと言いました。 En tout cas, ça c'était le plan. Et comme tout bon plan, il n'a pas trop été respecté. Pour une simple raison, le niveau universitaire était déjà trop facile pour Kawamura. En première année, il a mené son équipe à la victoire nationale universitaire, puis en deuxième année, ils ont terminé vice-champion. À côté, alors qu'il était encore étudiant, il a rejoint les Yokohama B Corsair, qui était une équipe de B-League aussi, en tant que joueur désigné spécial. Donc en gros, il jonglait entre les cours à l'université et il distribuait des caviars en Ligue Pro, et tout ça pendant 2 ans. Ce qui fait que finalement Yuki a décidé que le moyen le plus rapide de progresser était de s'immerger pleinement dans l'environnement professionnel. C'est pour ça qu'après sa deuxième année, il prend la décision de quitter l'université plus tôt pour devenir pro en 2022. Et là, l'impact de Kawamura en ligue professionnelle est immédiat. Lors de la saison 2022-2023 de la B-League, Yuki a tourné à 14 points et 7,9 passes décisives par match, ce qui était la meilleure moyenne de la ligue, et il a raflé toutes les distinctions majeures de la B-League, remportant le titre de MVP, Rookie of the Year et une place dans le Best 5. Le gars est un crack à domicile. Soyons sérieux 2 minutes, se démarquer au Japon c'est une chose, on est d'accord. Prouver sa valeur contre l'élite mondiale, c'en est une autre. Kawamura va justement profiter des compétitions internationales pour montrer qu'il appartient au plus haut niveau. D'abord lors des qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde 2023, où il illumine les parquets par ses passes créatives et son culot face à des adversaires de stature mondiale, et la véritable explosion médiatique survient pendant la Coupe du Monde FIBA 2023. À 22 ans, il s'impose comme le meneur titulaire de l'équipe nationale japonaise et tourne sur le tournoi à 13,6 points et 7,5 passes décisives en moyenne par match. Le moment où Kawamura fait basculer son image est un match de légende contre la Finlande. Ce jour-là, le Japon est donné largement perdant face à une formation européenne menée par l'ailier NBA Lauri Markkanen, un beau bébé de 2,13 m. Et pourtant, dans le dernier quart-temps, le plus petit joueur du terrain pète un câble et Yuki enchaîne les bons plays tout en multipliant les paniers longue distance et les pénétrations à toute vitesse. Il termine la rencontre avec 25 points et 9 passes, renversant presque, et je dis presque, à lui tout seul la situation et offrant au Japon une victoire historique à ce moment-là. Et même l'ancien meneur NBA Isaiah Thomas, lui aussi un petit gabarit de 1m75 et surtout une autre légende, a salué le talent de Yuki. Et en même temps, si c'était que ça, quelques mois plus tard, il est appelé à représenter son pays aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Puis, encore une fois, malgré la faible taille de l'équipe japonaise sur le papier, Kawamura démontre qu'il est un problème sérieux, même face aux plus grands.
Et je parle surtout ici du match contre la France. Car, soyons clairs, on n'est pas n'importe qui sur la scène mondiale. Les derniers JO, on était médaillés d'argent, et là, on avait des joueurs comme Rudy Gobert, ou encore le prodige Wembanyama. Sur le papier, ça aurait dû être une boucherie. Mais qu'importe, le petit meneur japonais a réalisé un match stratosphérique en inscrivant 29 points, en distribuant 6 passes et en captant 7 rebonds. Et je réitère, oui, 7 rebonds ont été arrachés aux 2 géants français. Durant toute la rencontre, il a joué sans complexe en alternant des tirs lointains à haute trajectoire pour éviter les contres et en distribuant des caviars millimétrés à ses coéquipiers. C'était un match comme on en avait rarement vu depuis un temps. Mais malheureusement pour Yuki et heureusement pour nous, le Japon a fini par s'incliner de justesse face à la France dans une fin de match qui brisera le rêve japonais. Et malgré l'élimination en phase de groupe, Yuki est sorti grandi de ses jeux. Sur l'ensemble du tournoi olympique, il affiche 20,3 points et 7,7 passes de moyenne, ce qui est fou pour quelqu'un qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau. Il finira même dans le top 3 des marqueurs et des passeurs de tout le tournoi, aux côtés de superstars comme Giannis ou Nicolas. À ce stade, Yuki Kawamura est passé du statut de jeune curiosité locale à celui de menace bien réelle sur la scène internationale. Il a prouvé qu'il pouvait dominer des matchs face à des joueurs beaucoup plus grands et surtout face à des joueurs exceptionnels. Donc, grâce à ses exploits internationaux, Yuki attire enfin l'attention des franchises NBA et à l'été 2024, il n'est pas drafté. Ce qui est très probablement dû à sa taille atypique, mais ses performances à la Coupe du Monde et aux Jeux poussent une équipe à tenter l'expérience, les Memphis Grizzlies. L'équipe lui offre d'abord un contrat Exhibit 10, donc essentiellement un test en pré-saison sans aucune garantie. Autant dire qu'au départ, ses chances de faire partie de l'effectif final sont infimes, et beaucoup pensent que sa signature tient plus du coup marketing visant le public asiatique que d'un véritable pari sportif. Pourtant, encore une fois, Yuki Kawamura va défier les attentes. So when you first stepped onto an NBA court for the first time, Yeah. what was that feeling? Yeah, I felt so good. I couldn't believe it. And Yuki Kawamura in for his first regular season NBA action. Lors de la pré-saison NBA 2024, le petit meneur japonais montre rapidement qu'il sait jouer juste même face à des joueurs NBA. Et ses apparitions plutôt convaincantes lui valent d'obtenir du coach une réelle opportunité lors d'un match de pré-saison face aux Indiana Pacers. Ce qui fait que Kawamura joue des minutes significatives et livre un véritable récital de meneur. 10 points, 7 passes décisives en guidant l'attaque de Memphis. Tout ça est en grande partie le résultat de son intelligence de jeu qui fait que bien qu'il soit le plus petit sur le parquet, il parvient à manipuler les défenses avec ses changements de rythme, ses feintes et sa qualité de passe. Impressionnés, les Grizzlies décident, à la surprise générale, de le conserver dans l'effectif. Son contrat est converti en contrat standard NBA d'1 an et Yuki Kawamura devient ainsi officiellement le plus petit joueur en activité dans la ligue et seulement le 4e japonais de l'histoire à intégrer une équipe NBA. Donc, autant te dire que là maintenant, l'histoire, elle semble tout droit sortie d'un conte de fées. そうですね。もう昔から NBA っていうところはもう本当に考えられない世界っていうか、イメージもできてない。自分がそこにいるっていうことをイメージすらできなかった。それぐらい夢の舞台だったので、そういった。À la seule différence qu'on est dans le monde réel et que la saison régulière va rappeler à Kawamura à quel point le choc avec la réalité de la NBA peut être rude, surtout pour un joueur de son gabarit. Donc dans une équipe de Memphis ambitieuse et bien pourvue en arrière, Yuki se retrouve logiquement en bout de banc. Il n'apparaît qu'en garbage time, c'est-à-dire ces fins de match déjà jouées où les coachs lancent les remplaçants. Et ses statistiques NBA après les premiers mois sont dérisoires. Environ 1 point par match, en moins de 3 minutes de temps de jeu. Sur 14 apparitions, il peine à exister offensivement avec une réussite famélique de l'ordre de 26% au tir, dont 18% à 3 points. C'est pas fou. L'ajustement à la NBA semble difficile pour lui, tout comme l'écart d'intensité physique. Un fait marquant symbolise ses difficultés. Durant toute la pré-saison, Yuki n'a pas inscrit le moindre panier à l'intérieur de la raquette. Chaque tentative de lay-up ou flotteur était soit contrée, soit manquée, et en match officiel, c'est le même constat. Il n'a pratiquement aucune efficacité près du cercle face aux intérieurs. Cette période est un véritable test pour le moral du joueur, mais heureusement ou malheureusement, tu décides, Memphis l'envoie régulièrement s'aguerrir en G-League, une ligue de développement affiliée, et là-bas, Yuki retrouve en quelque sorte des couleurs, du moins en partie.
En G-League, face à une opposition un peu moins athlétique que l'élite NBA, il parvient à exprimer pleinement son talent de chef d'orchestre et il tourne à près de 12 passes décisives par match, ce qui fait de lui le meilleur passeur de toute la ligue et même un candidat à un record historique dans cette même ligue. Mais l'autre versant de ses statistiques en G-League révèle le même problème qu'en NBA. Quand il s'agit de tirer, il n'est pas efficace. Sur cette période, Kawamura affiche environ 27% de réussite globale. Et ça vient conclure une réalité, même face à des joueurs un peu moins grands, il a encore du mal à finir ses actions par des points. La suite de l'aventure de Yuki Kawamura en NBA va se jouer ailleurs qu'à Memphis. Vu qu'après une saison de rookie difficile et un temps de jeu très limité, les Grizzlies décident à l'été 2025 de ne pas le conserver. Et c'est finalement durant la Summer League 2025 à Las Vegas qu'il va rebondir avec une nouvelle équipe, les Chicago Bulls. Et c'est d'ailleurs un match en particulier qui va convaincre les dirigeants des Bulls. Face aux Utah Jazz en Summer League, Kawamura réalise un véritable carton avec 20 points et 10 passes décisives, assorties de 2 interceptions, guidant ainsi son équipe à la victoire et montrant dans ce match que finalement, il peut aussi marquer quand il le faut. Puis, en fin de rencontre, il a inscrit plusieurs tirs extérieurs cruciaux malgré la pression défensive. Et donc, les Bulls lui offrent un contrat two-way en juillet 2025, le même type de contrat que chez les Memphis. Un contrat qui permet à un joueur de passer la majeure partie de la saison en G-League tout en pouvant être appelé en NBA pour un maximum de 50 matchs avec l'équipe première. Le début d'une carrière pleine de promesses si il sait rebondir. Mais ça, c'était avant octobre 2025, donc au moment où j'écris, c'est super récent, où les Chicago Bulls le libèrent de son contrat en raison d'une blessure dont on n'a pas encore tous les détails. C'est un nouveau coup dur pour Yuki qui voit son rêve NBA à nouveau remis en question par le sort. Cette nouvelle tombe à peine un an après ses premiers pas en NBA et ça nous rappelle la dure réalité du métier. Pour un joueur en bout de banc, le moindre pépin physique peut lui coûter sa place. Yuki Kawamura a déjà accompli un exploit en arrivant là où il est aujourd'hui et peu de personnes auraient parié qu'un meneur de 1m70 provenant directement de la ligue japonaise parviendrait à intégrer une franchise NBA, affoler les compteurs de passes en G-League et à tenir la dragée haute à des stars internationales sur les parquets des Jeux Olympiques. Malheureusement, c'est la raison principale qui m'a amené à parler de son cas. Les miracles restent souvent des miracles. Et autant pour Yuki, avoir une carrière en NBA était de facto difficile, mais pas impossible, autant maintenant, avec la nouvelle qui vient de tomber, ça sera beaucoup plus compliqué. Néanmoins, beaucoup de gens parlent de lui comme s'il avait la même taille que Muggsy, alors qu'il est déjà plus proche d'un Isaiah Thomas, qui s'est déjà rapproché d'une saison en tant que MVP dans sa carrière. Et comme tout, je pense que c'est une question de compétence et de travail. La taille c'est un problème, c'est clair, mais peut-être pas autant qu'on le pense. I don't think Yuki Kawamura is the most talented basketball players athletically. Not to mention his height, but why he's been able to become who he is today is mindset. Him as a human being is superior to other people, you know what I'm saying? Voici une anecdote que beaucoup de gens ignorent à propos de Boban Marjanovic, un pivot serbe évoluant en NBA qui fait 2m24. Oui, lui aussi c'est un beau bébé. Boban size and my wife size. En NBA, Boban a un sens du panier exceptionnel. Lors des quelques matchs où il a pu jouer plus de 20 minutes, il a prouvé que ses statistiques d'efficacité n'étaient pas le fruit du hasard. Malheureusement, aucun entraîneur n'a voulu prendre le risque de faire jouer Boban, mais lorsqu'ils l'ont fait, il a pratiquement détruit Jokic et les Nuggets en attaque et en défense. Marjanovic, that's too easy. 31 points. Boban Marjanovic. Néanmoins, beaucoup de gens ignorent que dans sa jeunesse, Boban était incapable de marquer un panier. Il avait un contrôle du ballon catastrophique et il aurait littéralement raté un éléphant entier qui se serait tenu à la place du panier depuis la ligne des lancers francs. En plus de cela, il savait à peine bien se déplacer sur le terrain. Mais un homme a eu le courage de prendre un joueur aussi peu doué et d'en faire quelqu'un de capable de marquer 80% de ses tirs à 3 points à l'entraînement. Je parle bien sûr de Dejan Milojevic, qui était en quelque sorte le Barclay européen à l'époque où il jouait, et qui a consacré 2 à 3 ans à apprendre à Boban à passer du statut de pire tireur de tous les temps et de géant maladroit sur le terrain à celui de MVP européen. Bref, je donne cet exemple car les deux cas sont extrêmes, soit être tout petit comme Yuki ou très grand comme Boban, par rapport aux standards de la ligue évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que même si la taille est un facteur, la réussite dépend au moins à 50 si ce n'est 60% des compétences, voire plus, j'ai minimisé le facteur au cas où. Et même être petit a ses avantages sur le terrain qu'un joueur talentueux peut apprendre à exploiter. Salut. The
Japanese guard Yuki Kawamura got the biggest cheers from the crowd as he whipped out the gritty with Ja Morant to beat out the other rookies in the annual dance comp.